Je dirais qu'il y a de bonnes chances que Trump, personnellement, n'était pas au courant. Ce n'est pas quelqu'un d'organisé. Il ne traite pas systématiquement les briefings de renseignement. Même dans ce cas, un président avec ses responsabilités, après coup, dirait quelque chose au public, dirait quelque chose à la CIA, dirait quelque chose aux Russes, dirait quelque chose pour éviter que cela ne dégénère en catastrophe. Encore une fois, a-t-il dit quelque chose en privé? J'en doute. Avec le fonctionnement de cette Maison-Blanche, cela ne se serait pas produit sans que cela ne soit su d'une manière ou d'une autre. Mais le fait, évident, qu'il n'ait rien dit publiquement est aussi profondément insidieux quant aux implications pour tenter d'aboutir à une forme de résolution négociée de cette guerre. Vraiment, comment la Russie peut-elle négocier la paix si des opérations de renseignement complexes visant le cœur même de sa sécurité nationale sont menées de cette manière au moment même où les États-Unis font pression pour des négociations de paix? La réponse est qu'elle ne le peut pas. La Russie ne peut évidemment avoir aucune confiance dans le régime en Ukraine. Cela va de soi. Mais la Russie ne peut pas non plus avoir confiance dans le gouvernement des États-Unis dans de telles circonstances. Cela rend extraordinairement difficile d'envisager une autre perspective que celle d'une guerre continue. C'est, selon de nombreux arguments et croyances, l'intention profonde de l'État profond. Encore une fois, cela soulève toutes sortes de questions. Pour quelles raisons la CIA, le MI6 et d'autres souhaitent-ils la poursuite de la guerre? Est-ce simplement parce que c'est bon pour les affaires? Eh bien, cela en fait sans doute partie. C'est l'état d'esprit. Ce sont les incitations. Il se peut que ce soit aussi vrai pour Zelensky et son entourage, que tout cela ne soit qu'une opération lucrative. C'est leur affaire. Cela pourrait être l'arrogance, l'irresponsabilité et l'imprudence que nous avons vues à maintes reprises dans la politique étrangère américaine au cours des 34 dernières années. Encore une fois, il s'agit de questions plutôt que, du moins en ce qui me concerne, de réponses définitives, car il n'existe aucun bilan honnête de tout cela. Alors, comment la Russie peut-elle réagir à cela? Ou avez-vous, je suppose, des prédictions éclairées? Parce que j'ai parlé ce matin avec un ancien ambassadeur indien, Badr Kumar, qui est habituellement très posé, mais qui appelait cette fois à la désescalade. Mais il considérait désormais qu'il serait, je suppose, irresponsable de ne pas réagir, soutenant donc effectivement que la Russie devrait maintenant déployer ses missiles hypersoniques et à nouveau déchaîner sa fureur contre ses adversaires, non seulement l'Ukraine, mais aussi les pays occidentaux qui auraient attaqué ses forces nucléaires. Encore une fois, cela découle de la logique selon laquelle on ne peut pas assurer la stabilité internationale sur la base de la dissuasion nucléaire si l'on accepte que cela devienne la nouvelle norme. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on puisse attaquer les forces nucléaires russes, détruire ces bombardiers nucléaires et que la Russie ne fasse rien. C'est, encore une fois, c'est un scénario cauchemardesque, pour être honnête, si cela se produit. Mais comment la Russie peut-elle réagir maintenant? Parce que s'il n'y a pas de réponse, cela pourrait être perçu comme encore plus irresponsable qu'une véritable riposte. Alors, comment maintenir la dissuasion nucléaire s'il n'y a pas, je suppose, de frappe de représailles? Un problème fondamental pour parvenir à la paix est que lorsque l'un des camps fait preuve de retenue, si l'autre interprète cela comme une faiblesse et en profite pour frapper, alors évidemment, faire preuve de retenue, ce qui est une condition préalable à la paix, devient impossible. Et c'est cette logique mortelle que les néoconservateurs et l'État profond appliquent depuis plus de 30 ans. Toute manifestation de retenue d'un côté a été interprétée par les États-Unis comme une invitation à être encore plus agressif.
Et c'est un argument qui a été immédiatement avancé à la suite de cette attaque contre les bombardiers stratégiques russes. Vous voyez comme l'Ukraine est maligne. Vous voyez comme ils ont l'esprit de combat. Vous voyez comment cela peut et doit continuer. Et nous avons des imbéciles absolument épouvantables comme le sénateur Lindsey Graham, qui est l'un des principaux idiots de la politique américaine et qui se réjouit bruyamment de tels événements. L'implication de tout cela, en effet, c'est que les extrémistes des deux camps l'emportent. Et lorsque les extrémistes des deux camps l'emportent, cela signifie une escalade. Lorsque l'escalade se produit entre deux superpuissances nucléaires, cela signifie que nous nous rapprochons du risque d'une guerre nucléaire totale. Et c'est bien ce qui s'est passé cette semaine. Nous espérons contre toute attente que la Russie n'attaquera pas l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou les États-Unis en représailles à cela. La Russie interprète cela comme une attaque directe des États-Unis et de la Grande-Bretagne, car elle suppose, avec une grande plausibilité et sans démenti, ou sans démenti convaincant, que l'Occident était profondément impliqué dans cette affaire, ou aurait dû l'être, puisque ce régime est leur création. Ainsi, selon la Russie, oui, il y a bien cette responsabilité de l'Occident. Si une telle attaque directe devait se produire, nous serions facilement et évidemment confrontés à une spirale menant à la guerre nucléaire. Ce que je pense être plus probable et plus plausible, c'est que la Russie interprète cela comme la nécessité de vaincre militairement l'Ukraine. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré l'ancien président Medvedev immédiatement après cette attaque, que cela signifie clairement que le régime ukrainien doit prendre fin. Et je pense que c'est l'interprétation la plus plausible de tout cela. Je crois donc que cela signifie une escalade de la guerre en Ukraine. Et cela a certainement fait tomber le fondement même de toute forme de paix qui, en apparence, était l'objectif du président Trump. Ma dernière question est en fait celle qui devait être la première, la suivante. Pourquoi ne discutons-nous plus des préoccupations de sécurité de nos adversaires? Car encore une fois, le point de départ en matière de sécurité internationale est que, si l'on veut renforcer la paix, il faut discuter des préoccupations de sécurité mutuelles et trouver un moyen de les atténuer. En l'absence de cela, la seule façon d'assurer sa sécurité est de vaincre ses adversaires, d'attaquer leurs forces nucléaires et de les détruire sur le champ de bataille. Ainsi, tout le principe de la création de la paix n'existe en réalité pas. La diplomatie n'existe pas si l'on n'est pas capable de reconnaître que son adversaire a des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Et cela ne concerne pas seulement la Russie. On le constate aussi avec d'autres. Nous ne discutons pas de l'Iran, nous ne discutons pas de la Chine, ni des préoccupations sécuritaires de qui que ce soit d'autre. C'est presque toujours une vision caricaturale des adversaires, présentée simplement comme ayant de mauvaises intentions. Pourtant, cela n'a pas toujours été ainsi. Pourriez-vous expliquer comment nous en sommes arrivés à cette situation où nous restons ignorants, incapables de discuter des préoccupations sécuritaires de nos adversaires? Je pense qu'il y a une explication qui justifie cette approche, mais il existe aussi un argument plus profond, selon moi. Une opinion consiste à dire que la diplomatie est inutile. C'est une opinion largement répandue. On ne peut pas faire de diplomatie, l'autre camp est malveillant et triche, donc la diplomatie n'est qu'un exercice de naïveté. Cela trouve un large écho dans tous les récits et discours publics en Occident. Essentiellement, on répète sans cesse Munich 1938. Pourquoi faire de la diplomatie quand on va tricher? Il ne faut pas faire d'apaisement. Il ne faut pas être idiot. Il ne faut pas se faire avoir. La diplomatie est inutile.
Voilà donc une vision des choses. Les diplomates seraient de naïfs bruits de fond. Le véritable enjeu, c'est le pouvoir. Ceux qui partagent ce point de vue pensent que le conflit est inévitable et que c'est là la véritable réalité. Ainsi, toute personne qui parle de construction de la paix est, en somme, un professeur d'université qui ne comprend pas le monde réel. C'est une vision extraordinairement dangereuse, extraordinairement inhistorique, extraordinairement irresponsable, surtout à l'ère nucléaire, mais c'est une opinion largement répandue. Cela soulève une deuxième question. D'où vient réellement cette vision? Et je pense qu'il y a peut-être deux éléments de réponse. L'un est intellectuel. J'accuse en grande partie la théorie des jeux pour cela, en fait, sur le plan intellectuel, parce que la théorie des jeux, telle qu'elle est réellement pratiquée, de manière très naïve, consiste à ne pas parler à son adversaire. On calcule en fonction de ses mouvements. Et donc il n'y a pas besoin de diplomatie dans la théorie des jeux. L'ironie, bien sûr, c'est que dans la théorie des jeux, on finit souvent par un désastre mutuel, comme la théorie le montre. Donc, la théorie des jeux passe à côté, d'une certaine manière, du fait que ce type de comportement est mutuellement imprudent. Mais je pense qu'au fond, je reviendrai à une vision différente. La plupart des pays dans le monde essaient de pratiquer la diplomatie. Pourtant, la diplomatie n'a pas disparu. Il y a eu de la diplomatie entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Ce fut un rapprochement très important. Il y a de la diplomatie dans de nombreuses régions du monde. C'est en Occident, et principalement au sein de l'Alliance américaine, que la diplomatie a disparu. Et je crois qu'au fond, cela ne vient pas de la théorie des jeux ou de la perception du mal de l'autre camp, mais de l'arrogance du pouvoir. Je reviens à l'idée fondamentale selon laquelle les dirigeants américains en sont venus à croire, au fil des décennies, qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et cette vision perdure encore aujourd'hui. Il n'y a pas de limite au pouvoir, et en fin de compte, les États-Unis l'emporteront et doivent donc tout se permettre. Renverser des gouvernements, éliminer des opposants, soutenir des génocides, fournir des renseignements pour détruire les bombardiers stratégiques de l'adversaire, et ainsi de suite. Parce que les États-Unis sont et restent la puissance incontestée du monde. Bien sûr, à mon sens, c'est de la folie. Et non une description fidèle de l'état du pouvoir à l'ère nucléaire, où les États-Unis sont vulnérables à la destruction, précisément à cause des actions qu'ils entreprennent, des provocations envers d'autres puissances nucléaires. Mais je crois que c'est cette mentalité, au fond, qui a conduit à la destruction de la diplomatie au cours des 30 dernières années. Je dirais qu'il existe un précédent à cela. À mon avis, la Grande-Bretagne s'est comportée avec des mensonges répétés, presque incessants, et un cynisme marqué durant son apogée en tant qu'hégémon mondial. La Grande-Bretagne n'a jamais respecté les traités, les a toujours rompus aux moments opportuns, et a toujours considéré le pouvoir comme l'enjeu ultime. Cette vision découlait de la supériorité de la puissance britannique, non de la logique du conflit ou de la paix. Je pense donc que ce que nous voyons, c'est une sorte de tradition anglo-saxonne qui perdure depuis 2 siècles et qui n'est pas encore maîtrisée par la réalité de notre époque. La réalité est celle d'un monde multipolaire, mais l'état d'esprit reste celui d'un monde unipolaire.